Aérotech. Nous sommes en direct avec Benjamin Benaroche, donc qui est en distanciel, alors qui nous prie de l'excuser parce qu'il a un petit souci de caméra, donc on ne va pas pouvoir forcément le voir parler directement, mais il est avec nous. Bonjour Benjamin et bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, et donc on va parler des implications très concrètes que la filière drone peut avoir sur les enjeux sociétaux, notamment sur l'agriculture durable, l'aide aux collectivités pour la gestion de réseaux. Je vous laisse prendre le relais, Benjamin, pour nous présenter ce projet. Voilà, c'est ça. Donc, je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde. Et merci aux organisateurs de me donner la possibilité de présenter un peu nos activités. Donc, deux mots sur moi. Benjamin Benaroche. Je suis un des associés fondateurs d'une société qu'on a créée il y a 10 ans qui s'appelle Delair, qui conçoit et fabrique des mini-drones de type aile volante, de type S4, comme on a parlé à la conférence d'avant. Donc, dans le cadre de cette société, on a fait beaucoup de traitements d'images, de traitements de données. D'abord pour nos clients, ensuite pour des gens qui utilisaient d'autres drones, ensuite petit à petit pour des gens qui utilisaient d'autres types de caméras, photos, vidéos, scan laser. Et petit à petit, ça a donné naissance à une spin-off de Delair que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Alteia, et donc qui se focalise sur les applications qu'on peut tirer de l'imagerie drone et de l'imagerie en général. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Alteia, qui est justement la solution software qu'on a développée d'abord en chambre chez Delair et qui maintenant est une société à part entière dont je m'occupe. Donc en gros, Alteia, c'est quoi la proposition de valeur? C'est de dire que aujourd'hui, il y a tout un tas d'organisations publiques ou privées qui ont compris que la donnée image, la donnée photo était très facile d'accès, que ce soit par des drones, par des satellites, par des smartphones même, on pourra en parler tout à l'heure, mais qu'elle devient de plus en plus accessible, de moins en moins chère, de plus en plus précise. Et d'un autre côté, je vous présenterai deux cas d'application sur les réseaux et sur l'agriculture. Donc d'un autre côté, on sait ce qu'on peut en faire de cette donnée-là, mais il manque un échelon, un maillon de la chaîne qui est une plateforme logicielle qui permet aux grands comptes de gérer cette donnée à très grande échelle et de déployer de l'intelligence plus ou moins artificielle, hein, elle peut être aussi humaine, mais de l'expertise sur ces données-là qui appartient à nos clients et à nos partenaires. Donc nous, notre proposition de valeur, c'est justement de proposer cette plateforme logicielle qui permet de gérer une très grande quantité d'images, qu'elles viennent de drones ou pas, et d'appliquer par-dessus de l'expertise, de l'intelligence artificielle pour en sortir des cas d'usage et des informations concrètes. On intervient dans différents secteurs, dans différentes industries. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur l'industrie des réseaux électriques et l'industrie de l'agriculture, mais on intervient aussi dans la construction, les télécoms, le mining, etc., etc. Donc quelques exemples de ce que c'est d'appliquer de l'intelligence artificielle sur de la donnée imagerie. Vous avez des exemples ici, ça peut être soit sur des flux vidéo, de l'analyse qui permettent de détecter des déchets non conformes sur des chaînes de traitement, des tailles de cailloux qui sont non conformes aussi sur des carrières, par exemple, qui extraient du matériau. Ça peut être segmenter une image d'un pylône électrique et détecter automatiquement des défauts sur des isolateurs, des armements, des pylônes, des câbles, ou ça peut être des défauts de rouille, par exemple, sur des infrastructures oil and gas. Ensuite, ça permet aussi d'analyser, de comparer data l'évolution d'un chantier. Donc ici, vous avez l'exemple d'un site d'enfouissement de déchets. On travaille beaucoup dans cette industrie-là, ou alors dans l'industrie de la mine et de la carrière, où là, il y a des évolutions en 3 dimensions qu'il faut être capable de monitorer avec de l'imagerie. Et enfin, dans ce cadre-là, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais une fois qu'on modélise en 3 dimensions la réalité, on est capable, en appliquant des algorithmes qu'on a développés en interne, de classifier ce modèle 3D. Donc, ce qu'on appelle classifier un modèle 3D, c'est d'être capable de détecter automatiquement ce qui est de la végétation dans ce modèle, ce qui est de la ligne électrique,
ce qui est du bâtiment, ce qui est du sol, etc. Donc différentes classes d'objets qu'on vient segmenter. Et une fois qu'on a segmenté la réalité 3D, la réalité du terrain en différentes classes d'objets, on va commencer à faire des analyses métiers. Donc typiquement, une des premières analyses métiers que je vais vous présenter là, donc c'est dans le cadre des réseaux électriques. On va venir, une fois qu'on a segmenté le réel en ligne électrique, en végétation et en sol, on va venir détecter automatiquement la distance entre la végétation et la ligne électrique. Ça, il faut savoir que c'est le budget numéro 1 de tous les gestionnaires de réseaux électriques, que ce soit de la distribution ou de la transmission. On estime que dans le monde, ils dépensent à peu près 10 milliards par an pour couper les arbres aux abords des lignes électriques. Aujourd'hui, ces décisions d'élagage, elles sont prises sur des informations relativement mauvaises. Donc, ça va être des marcheurs qui vont marcher le long des lignes et qui vont devoir évaluer avec leur propre œil et leur propre expertise la distance plus ou moins entre un arbre et une ligne électrique, ou alors ça peut être des hélicoptères avec tout ce que ça comporte comme danger, comme nuisance sonore, on en parlait tout à l'heure, comme pollution et comme donnée qui est encore relativement subjective puisqu'il s'agit d'avoir un observateur dans un hélicoptère qui va venir plus ou moins évaluer la distance entre un arbre et une ligne. Là, la technologie drone, elle est révolutionnaire. Donc, d'une part, c'est le petit drone électrique qui fait moins de 2 kilos, qui se lance à la main, qui coûte moins de 10 000 euros, qui navigue de manière complètement autonome au-dessus des lignes électriques, qui récolte des milliers et des milliers d'images. Ces images, elles sont mises dans le logiciel Altea. Le logiciel Altea va automatiquement reconstituer le modèle 3D, classifier ce modèle 3D en différents masses, comme je l'ai dit, et sortir automatiquement les zones où la végétation est à moins de 1 mètre, moins de 5 mètres, moins de 7 mètres, moins de 15 mètres de la ligne électrique. Et non seulement le logiciel va sortir ces informations-là, mais comme vous le voyez ici, il vient remplir ce qu'on appelle un GMAOR, donc la façon dont Enedis ou EDF à La Réunion va gérer ces informations-là, c'est qu'ils vont mettre ça dans un fichier Excel qui comporte des dizaines de colonnes et des milliers de lignes. Et le logiciel ATA va automatiquement remplir le fichier Excel de Enedis avec les zones d'anomalie qui ont été identifiées grâce à l'imagerie drone. Donc l'intérêt, c'est quoi pour des boîtes comme EDF SEI? C'est d'être capable de mieux identifier les besoins en élagage et du coup de mieux cibler les actions d'élagage qui vont être opérées sur le site. Et donc de diminuer les budgets et de mieux prévoir ces budgets d'élagage-là. Aujourd'hui, on est encore dans une phase donc c'est déployé sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'échelle du monde. Nous, on travaille en France, en métropole aussi. Là, on va commencer à La Réunion, mais on travaille beaucoup aux États-Unis et en Asie. Aujourd'hui, on est encore, donc je disais, sur de la détection de problèmes et d'anomalies. Mais l'idée, c'est qu'on récolte de la donnée tous les ans et que petit à petit, on bâtit des modèles théorique de pousse de végétation et que demain, on aille vers un modèle de prédiction plutôt que de détection. Et donc d'être capable de prédire les besoins d'élagage en année N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5. Et du coup, de dimensionner les budgets en conséquence. Donc ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important pour les gestionnaires de réseaux électriques. Et là, on avait déjà fait des expérimentations il y a plusieurs années avec EDF SEI à La Réunion, mais là, on en redémarre une d'ici la fin de l'année pour essayer de leur démontrer tout le potentiel qu'il y a derrière cette technologie-là. Donc voilà. La deuxième application qu'il y a toujours dans la gestion des réseaux électriques, là, on est plus sur de l'inspection. Donc, en gros, pareil, on travaille avec Enedis, mais avec d'autres groupes dans le monde. Donc, avec Enedis, on a aujourd'hui un peu plus de 10 000 km sous monitoring Altea. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Il y a des photos qui sont prises de pylônes électriques. Donc, si je reviens sur mes slides d'avant, c'est typiquement ce genre de photos-là. Donc, ces photos, elles sont prises par Enedis ou par les pilotes de Enedis ou par des sociétés tierces qui font de l'acquisition pour le compte de Enedis. Et on va probablement travailler avec certaines d'entre elles à La Réunion, là, justement, pour des FSEI. Donc, ils vont prendre à peu près 6 photos de pylônes. Ces photos-là,
elles sont chargées automatiquement sur la plateforme Alteia. Donc nous, on a fait une version de Alteia pour Enedis qui s'appelle Dora. Sur cette version-là, en gros, chaque photo est géoréférencée. Le logiciel associe automatiquement ces photos-là à des coordonnées du SIG, donc à des numéros d'identifiants de pylônes électriques, des numéros d'identifiants d'isolateurs, de boulons, de tous les sous-équipements du pylône. Et une fois que ces photos-là, elles sont organisées sur le pylône, il y a une intelligence artificielle qui a été développée en commun accord avec Enedis, qui va être déployée sur ces photos-là, qui va détecter automatiquement des anomalies sur les pylônes et qui va permettre aux experts de Enedis de valider ou invalider le résultat de l'intelligence artificielle et en faisant cette validation ou cette invalidation, d'entraîner l'algorithme et d'améliorer les performances de l'algorithme. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui tourne en production, qui permet à Enedis d'améliorer leur connaissance de leurs actifs et de faciliter ces missions d'inspection et à terme aussi, petit à petit, de diminuer la place de l'hélicoptère dans un cadre de moindre émission des gaz à effet de serre. Donc, il y a quand même cette logique-là au sein des gestionnaires de réseau qui est de se dire qu'ils sont des énormes consommateurs d'hélicoptères, qui est un magnifique outil qui permet de faire des choses qu'aujourd'hui le drone ne peut pas faire. On va pas se mentir, il y a beaucoup de choses, notamment sur des grandes distances qui sont très compliquées à faire en drone, donc qui seront toujours faites par hélicoptère encore pendant de nombreuses années. Mais il y a certaines missions pour lesquelles aujourd'hui le drone est un magnifique outil. Donc ça peut être des petits bouts de réseau pour la végétation ou alors de l'inspection justement de pylônes électriques de cette manière-là. Donc ces deux applications-là aujourd'hui, elles tournent. Elles ont été validées. Nous, ça fait depuis 2012 qu'on travaille avec Enedis, donc voilà, ça fait maintenant quasiment 10 ans. Donc c'est des solutions qui sont assez éprouvées et qui aujourd'hui apportent de la valeur à ces acteurs-là. Un deuxième segment d'application dont j'aurais bien aimé vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour l'agriculture. Donc, pour l'agriculture, c'est pareil, hein, il y a des données qui sont récupérées par des drones, qui vont être là de la donnée RGB, donc c'est-à-dire des photos dans le visible. Hein. RGB, c'est rouge, vert, bleu, ou alors de la donnée multispectrale. Donc là, il va y avoir des bandes spectrales dans le proche infrarouge qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont prises par des capteurs embarqués sur des drones et qui vont donner des informations sur l'état de santé de la plante, le taux de chlorophylle, la vigueur de la plante, etc. Et donc, il y a deux applications majeures en agriculture dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. La première application, c'est ce qui a marqué ici, c'est la détection d'adventices, donc de mauvaises herbes, et directement par le logiciel. Donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous avez un vol de drone au-dessus des cultures. Donc, j'en profite ici pour vous montrer les deux drones qui sont les majoritairement utilisés dans ce cadre-là. Donc, c'est soit du multicoptère qui permet de couvrir assez facilement des petites superficies, soit de l'aile volante. Donc, je vous parlais de Delair tout à l'heure, qui est la société dont est issue Alteia. Delair, justement, c'est un des fabricants d'ailes volantes comme ça. Donc, ça, c'est un UX11 qui est certifié S4. Donc, il peut voler hors de portée de vue. C'est ce fameux drone qui est aussi utilisé par Enedis pour faire de l'étude de végétation. Donc, il peut voler à peu près 1 heure en autonomie intégrale, jusqu'à 50 km, et il peut voler en S4 et il se lance à la main. Donc ça, c'est les types de drones qui peuvent embarquer les caméras multispectrales que vous voyez ici, qui capturent des données multispectrales. Tout ça, c'est mis dans la plateforme Alteia. Alteia va sortir automatiquement une carte de mauvaises herbes. Donc, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on est capable de détecter les mauvaises herbes qui sont présentes dans le champ. Ces mauvaises herbes, elles sont envoyées sur les consoles de pilotage des pulvérisateurs. Donc aujourd'hui, un pulvérisateur, c'est un tracteur avec plusieurs buses. Donc c'est ce que vous voyez ici, qui vont pulvériser du désherbant sur les cultures. Et grâce à cette modulation intraparcellaire qui est permise par les détections très précises
de zones enherbées, on va être capable de moduler la quantité de pulvérisation de produits et n'en pulvériser uniquement qu'aux endroits où le drone a détecté des mauvaises herbes. Donc, ça permet d'économiser du désherbant. Donc, c'est un gain environnemental évident, mais un gain économique aussi, tout en préservant les rendements agricoles. C'est-à-dire qu'on va quand même pulvériser là où il faut tuer les mauvaises herbes, mais on ne va pas faire des pulvérisations comme on fait aujourd'hui, où on pulvérise la même quantité partout sur la parcelle, qu'il y ait ou non des mauvaises herbes. Donc ça, c'est les choses qui ont été développées pendant 3 ans avec des sociétés comme John Deere, qui est un gros fabricant de pulvérisateurs, et qui permettent aujourd'hui de faire de ce qu'on appelle de la modulation intraparcellaire de produits phytosanitaires. Donc là, je vous ai parlé beaucoup de désherbants, donc de glyphosate, hein, comme vous connaissez. Il n'y a pas que le glyphosate, il y en a d'autres. On a la même chose sur du fongicide ou du pesticide, que là, on est en train de tester sur d'autres types de cultures. Donc ça, c'est une application qui marche bien. Chaque culture est un peu différente, donc il peut y avoir une adaptation en fonction de la culture. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont permises aujourd'hui par les technologies drones et par des logiciels comme Altea. Et donc ça, c'est un petit peu plus de détails pour vous montrer à quel moment il faut voler. Donc il y a des moments très précis de la culture où il faut voler. Donc là, c'est là aussi où le drone apporte toute sa puissance, puisque c'est un outil qui est tellement facile à déployer qu'on peut le déployer exactement au bon moment et avoir le résultat dans la journée. Donc là, l'agriculteur, en gros, il va se balader sur sa parcelle, il va dire, OK, c'est le moment où j'ai envie de pulvériser. Il faut que je sache tout de suite là où j'ai besoin de pulvériser et du coup déployer son drone ou alors par un opérateur local de déployer un drone et de prendre des décisions de pulvérisation de produits uniquement là où il y en a besoin. On estime qu'on peut économiser jusqu'à 50% de produits sur certains types de cultures. Donc ça, c'est des résultats pour vous montrer ce qu'on a fait sur du maïs, de la betterave et du blé. Donc les zones ici qui ont été identifiées, c'est les zones justement où on a spoté, on a détecté des adventices en interrant sur des cultures. Dernière application sur l'agricole, c'est du suivi de culture. Donc là, pareil, on va utiliser des données multispectrales qui vont nous donner des informations sur Oui, pardon. Oui, Benjamin, désolé, je vous coupe avec la distance, c'est pas forcément simultané. Au témoin d'un doute, la pulvérisation, elle se fait au sol, elle se fait pas par drone. Oui, oui, elle se fait au sol pour l'instant. Il y a des sociétés qui font de la pulvérisation par drone. Nous, on fait pas trop. Il se trouve qu'en Europe, il y a des directives qui limitent très fortement la pulvérisation aéroportée, donc que ce soit par un drone ou un avion. Donc nous, on n'est jamais allé vraiment vers là, mais pour l'instant, la pulvérisation, elle se fait par des machines. Et c'est d'ailleurs une nouvelle génération de machines qui peut faire de la pulvérisation de précision, hein. Ça fait que quelques années, je dirais 2-3 ans, qu'il y a des machines qui peuvent faire ce qu'on appelle du buse-à-buse, donc être capable de moduler la pulvérisation au centimètre près, enfin au centimètre, à quelques dizaines de centimètres près. D'accord. Et donc oui, sur le suivi de culture, qui est la dernière application, donc là, ça permet, pareil, en utilisant de la donnée multispectrale, on va être capable non seulement de détecter des anomalies, donc des stress hydriques, des anomalies de croissance sur des plantations, donc que ce soit de la forêt, de l'arbre fruitier, de la canne à sucre. Donc, on va être capable de voir s'il y a des problèmes d'irrigation, s'il y a des départs de maladies relativement facilement. Et on va faire aussi ce qu'on appelle du comptage. Donc, en gros, ici, je vous ai mis deux exemples. Donc, un premier exemple sur des grandes cultures où là, on va segmenter une culture en différentes sous-parcelles. Donc, en gros, c'est ces petits carrés que vous voyez ici à l'écran. Et pour chaque carré, on va calculer une densité de plantes puisque le drone, en fait, récolte des images qui sont tellement précises qu'on est capable de compter au niveau du plan. Et donc, on va sortir des cartes de densité et pouvoir commencer à prévoir des rendements de ce qu'on peut attendre sur la parcelle ou voir des anomalies avec des zones qui ont beaucoup mieux poussé que d'autres et qui vont nous donner des informations sur une meilleure gestion de la parcelle. Ici, vous avez un deuxième exemple sur de la canne à sucre où en gros, on va détecter les manquants.
Et donc ces manquants, pourquoi c'est important? Ça va nous permettre déjà d'avoir une prévision de rendement qu'on peut attendre, mais aussi de prendre des décisions de replanter là où on a des manquants. Donc on est parfois sur des cultures qui sont pluriannuelles. Donc une fois qu'on a détecté ces manquants, donc là où il n'y a plus de plants, on l'utilise beaucoup dans la canne à sucre et dans la vigne, on est capable de prendre une décision de replanter au cours de la saison pour pouvoir un jour espérer pouvoir récolter à cet endroit-là. Donc ça, c'est des choses qui sont très utilisées. On est extrêmement précis sur ces comptages. On est plus précis aujourd'hui que l'œil humain, puisque l'œil humain, il doit compter à des moments très précis, parfois sur des parcelles qui sont très grandes. Donc il y a un facteur de fatigue, un facteur de durée de la journée, de luminosité, etc. Nous, aujourd'hui, avec un drone, on est capable de cartographier en 1 heure plus de 100 hectares et du coup d'être capable de sortir des données de comptage extrêmement précises sur de telles superficies. Et ensuite, une fois qu'on a ces données-là, tout est envoyé donc à la fois sur une application tablette ou ordinateur, mais aussi téléphone portable. Donc la version Alteia existe en téléphone portable et donc ça permet à l'agriculteur ou à l'exploitant de se balader dans son champ, de observer ce que le logiciel a détecté avec sa position GPS et voire même de prendre une photo et d'associer cette photo au dataset, donc au set de données qui a été récolté par le drone. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces deux applications, à la fois gestion des réseaux électriques et agriculture. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui en production. Là, il y a quelques exemples. Avec Enedis, on a plusieurs milliers de kilomètres. Avec G, on a 200 000 miles sous monitoring aux États-Unis. Donc on n'est plus dans de l'expérimentation ou dans de l'essai. BASF, on est dans l'agriculture, on a à peu près 20 pays qui utilisent et plusieurs centaines d'utilisateurs au quotidien qui se connectent sur la plateforme. Donc voilà, c'est des choses qui sont aujourd'hui industrielles. Donc on n'est plus sur de l'expérimentation ou sur du one-shot. On est vraiment sur du déploiement à très grande échelle. Très bien, mais écoutez, c'est passionnant. Votre chiffre d'affaires, vous pouvez le préciser peut-être sur la société Alteia? Ouais, donc sur Alteia plus de l'air, on est là, on va terminer l'année entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires. D'accord, donc tu as déjà une grande surface. Et peut-être aussi, ça m'intéressait de savoir, vous avez évoqué EDF, quels sont vos Ouais. développements à La Réunion, plus précisément vous avez des... Donc en fait, ouais, donc nous on a un accord global avec Enedis. Enedis qui gère plutôt le territoire métropolitain. Il se trouve que dans le cadre de la création de Enedis et tout, la gestion des réseaux de distribution échoit à EDF, donc sous la forme de EDF SEI. Et du coup, comme on a un accord cadre avec Enedis, EDF SEI se branche sur cet accord-là et vient utiliser le logiciel que nous on a mis en place pour Enedis. Donc de manière indirecte, EDF SEI utilise les outils qu'on a mis en place pour Enedis. Et de manière plus directe, donc ça c'est pour les outils d'inspection, pour la végétation, là on est en contact direct avec EDF SEI, on va mener une expérimentation, je vous dis, d'ici la fin de l'année. Pour l'instant ça reste de l'expérimentation à ce niveau-là avec eux. Très bien. Je vais peut-être laisser la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance qui pourraient se manifester par rapport à cette intervention. Pas spécialement. Ah, une question par ici. Oui, bonjour. Bonjour. Guillaume Assa, directeur technique de l'Armée Flore, qui est un institut technique végétal à La Réunion. Alors, on n'intervient pas sur la canne à sucre. Désolé, je vois bien les perspectives sur la canne. Ma question est plutôt sur un autre secteur qui est un peu rattaché à l'agriculture, mais aussi au territoire. Sur les 250 000 hectares que compose La Réunion, les 2 tiers sont en parc national, espace naturel, qui a des problématiques de gestion des espèces envahissantes. Est-ce que vous avez eu une réflexion pour venir en appui de l'enjeu territorial qui est le maintien des espaces naturels sensibles de La Réunion et d'aider
les opérateurs qui visent à lutter contre les espèces envahissantes par l'utilisation des drones. Merci pour votre question. Alors, les espèces envahissantes, c'est végétal ou animal? C'est végétal surtout. D'accord. Alors, à La Réunion, spécifiquement, non. On l'a pas fait. Mais par contre, on a eu ces réflexions-là dans d'autres pays. En dehors de France, on l'a fait dans des parcs en Afrique. On l'a fait dans des parcs en Indonésie où là, on vient l'espèce envahissante, c'est de la palme. Hein, en gros, c'est plus organisé que l'envahissement, mais en gros. On fait justement de la préservation d'espace et on va venir monitorer à quel point c'est grignoté par de la palme petit à petit. Et sinon, c'est de la détection d'adventices, donc de mauvaises herbes qui vont venir envahir un espace. On a ce cas-là en ce moment là sur des pistes d'aéroports parisiens. On vient détecter l'envahissement de certains espaces importants par des mauvaises herbes. Donc ça, on peut le faire. Après, quand on travaille avec un nouveau partenaire, ce qu'il faut faire, c'est bien étudier avec vous le besoin. Quels sont les types d'espaces? Est-ce qu'on est capable de les détecter avec les signatures spectrales qui seraient remontées par les capteurs qu'on utilise? Et si oui, ben, on fait un essai et on regarde ce que ça donne. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, votre intelligence artificielle, elle vous permet de distinguer différents types d'espèces végétales, ou ça, c'est encore quelque chose qui est compliqué selon les espèces? Non, non, on peut le faire. Donc chaque en gros espèce va avoir une signature spectrale. Après, ça dépend des espèces. Il y a des espèces on va pas réussir à différencier et d'autres espèces qu'on va réussir à identifier. Par exemple, je reprends l'exemple de la végétation pour les lignes électriques. On nous demande de détecter quelle espèce d'arbre, quelle essence d'arbre on a aux abords des lignes électriques. Pourquoi? Parce que chaque arbre va avoir une vitesse de pousse différente. Donc un chêne ou un acacia qui fait la même taille va pas représenter le même danger pour la ligne électrique. Donc ça, ce type d'espèce, on est capable de le détecter avec le logiciel. Après, il y a certains types d'espèces qu'on n'arrive pas à discriminer. Donc chaque cas est particulier. On n'a que 5 bandes spectrales aujourd'hui sur les capteurs. Si on voulait aller vers plus de détection, il faudrait aller vers ce qu'on appelle de l'hyperspectral. Donc là, c'est des capteurs qui vont avoir 100, 200 bandes spectrales. Et donc, on va pouvoir être capable de détecter des signatures beaucoup plus fines. Mais aujourd'hui, ça reste encore du cadre de l'expérimentation. Très bien. Vous avez parlé justement en termes d'expérimentation, vos prochains développements, vous avez dit c'est l'anticipation, c'est aussi la signature spectrale. Il y a d'autres projets que vous avez en cours? Alors, sur d'autres industries ou sur ces industries-là, toujours agriculture et... Non, toujours sur Alteia. Enfin, Oui, sur oui, l'agriculture et les réseaux, bien sûr. Alors, sur les réseaux, c'est ça, hein, c'est d'aller vers des modèles de prédictifs de pousses de végétation, ensuite vers aller vers plus en plus d'algorithmies pour détecter de plus en plus d'anomalies, donc différents types de rouille sur des pylônes électriques, des nids d'oiseaux, enfin tout un tas d'anomalies. Donc plus on avance dans le temps, plus on a un catalogue d'anomalies qui s'étoffe. Et sur l'agriculture, l'objectif, c'est d'aller petit à petit vers de la prédiction de rendement. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore. Hein, on ne peut pas vraiment prédire un rendement agricole. C'est le Graal, hein, c'est ce que tout le monde va avoir. Aujourd'hui, on apporte des informations qui vont aider l'exploitant à prévoir des rendements, mais on n'est pas encore capable de directement prévoir un rendement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais ça va être plus long terme. Très bien. Il y avait d'autres questions dans la salle? Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui émergent. Ah pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. On va vous passer le micro. Je crois que le micro ne marche pas, on ne va pas vous entendre. Là. Voilà, très bien. Donc bonjour. Voilà, Bonjour. je me posais la question donc, de votre de rendement de détection, en tout cas de distinction entre les espèces. La signature spectrale dont vous parlez, elle est assez distinctive pour qu'on puisse distinguer entre une plante, on va dire, fonctionnelle, dont on a vraiment le besoin, et la plante envahissante.
Alors oui, mais on n'utilise pas que la signature spectrale, hein. On utilise aussi l'interrang. Donc en gros, ce que va faire le logiciel, c'est qu'on va réussir à digitaliser les rangs. Donc ça marche beaucoup sur des cultures en rang. Et ensuite, ce qu'il y a qui contient de la chlorophylle entre guillemets, hein, entre les rangs, va être automatiquement spoté comme une anomalie. Donc, on utilise à la fois la signature spectrale, mais aussi le positionnement géographique. Il y a des endroits entre des rangs, il n'est pas censé y avoir de la chlorophylle de manière importante. Donc là, on estime que c'est les mauvaises herbes. Donc, c'est un mélange de positionnement géographique, de signature spectrale, de hauteur aussi, parce qu'on utilise l'élément hauteur. Donc, l'algorithme, il va prendre en compte toutes ces informations-là et sortir ensuite une proposition de dire que c'est de l'adventice ou pas de l'adventice. Ok, je comprends. Merci. Il y avait d'autres questions? Mais s'il n'y avait pas d'autres questions, merci en tout cas, Monsieur Benaroche, pour votre disponibilité. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ces développements très intéressants, avec beaucoup d'applications concrètes. Je vous dis à très bientôt, et puis on se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine conférence qui se tiendra à 11h30. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.